Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres de l'actualité. Le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, Djiba Diakité, a présidé ce lundi 26 mars 2025 à Naine la cérémonie de présentation et de dévoilement des noms des premières locomotives destinées au transport de minerais, des passagers et des marchandises dans le cadre du projet des mines Simandou. Et puis visite à l'abattoir moderne Kabelin, cours d'accélérateur est donné au chantier pour l'inauguration au mois de septembre prochain. L'objectif est d'aller plus vite pour respecter le délai contractuel de 9 mois. Enfin, la gendarmerie environnementale de Conakry et la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ont effectué une descente dans la forêt classée d'Anta. Les encombrants physiques et autres occupations anarchiques ont été complètement dégagés. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, Djiba Diakité, a présidé ce lundi 26 mars 2025 à Naine la cérémonie de présentation et de dévoilement des noms des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers, des marchandises dans le cadre du méga projet des mines Simandou. Elle marque également l'opérationnalisation concrète du chemin de fer multiservice et multi-usagers du Trans-Guinéen qui s'étend sur une distance de plus de 650 km reliant les jugements au port de Moribaya à Forikaria. Fatoumata Kourouma. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, M. Djiba Diakité, préside en Inde la cérémonie de présentation et de baptême des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers et des marchandises dans le cadre du méga projet des mines de Simandou. Un cap important vient d'être franchi dans la réalisation du méga projet des mines de fer de Simandou. Ce lundi 26 mai 2025, une délégation guinéenne de haut niveau, conduite par M. Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, a assisté en Inde, dans la région du Bihar, à la présentation officielle et au baptême des premières unités de locomotives destinées à la compagnie du Trans-Guinéen CTG. Cette étape hautement symbolique fait suite à la signature, le 30 juillet 2024, du contrat d'acquisition du premier lot de locomotives entre Rio Tinto Simfer et la société américaine Wabtec General Electric. Elle marque également l'opérationnalisation concrète du chemin de fer multiservice et multi-usager du Trans-Guinéen qui s'étendra sur plus de 650 km reliant les gisements du Mont Simandou au port de Moribaya à Forikaria. Ces locomotives sont destinées au transport du minerai, des passagers et des marchandises dans le cadre de l'ambitieux programme Simandou 2040 porté par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Aux côtés du président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, la délégation guinéenne comprend M. Bounessila, ministre des Mines et de la Géologie, les conseillers de la présidence Ousmane Doumbouya et Ali Seydou Bassouma, Alassane Conté, ambassadeur de la Guinée en Inde, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines. Du côté de Rio Tinto Simfer, plusieurs hauts responsables étaient présents, de même que des représentants de Wabtec, des chemins de fer indiens et la consul générale des États-Unis en Inde, invité d'honneur à la cérémonie. Très tôt dans la matinée, la délégation guinéenne a été reçue avec tous les honneurs par le ministre de l'Industrie de l'État du Bihar, Nitish Mishra, en présence de Madame Soujata, également vice-présidente de Wabtec Inde. Une vidéoprojection a mis en lumière les ambitions du projet Simandou ainsi que la vision hautement stratégique du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Par la suite, la cérémonie a été ponctuée d'un geste hautement symbolique, la cassure rituelle d'une noix de coco, un clin d'œil à la tradition indienne. Moment fort de la cérémonie, le dévoilement du nom de la première locomotive de la CTG. Elle a été baptisée Koma,
un hommage au village natal du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, dont la vision audacieuse et le leadership déterminé ont permis de relancer le projet Simandou en 2022. L'honneur est revenu au ministre Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou, d'actionner symboliquement le bouton de mise en marche de cette locomotive. Dans son discours, il a souligné la portée historique de ce moment et a rappelé que le contrat entre Waptec et la CTG, signé avec les partenaires Rio Tinto Simfer et WCS Baou, représente un investissement de 530 millions de dollars US, s'inscrivant dans une dynamique plus large où les investissements américains en Guinée ont franchi le cap du milliard de dollars en 2024, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'énergie, du numérique et des services financiers. En seulement 3 ans, les progrès réalisés dans la mise en œuvre du méga projet intégré mine, infrastructure de Simandou témoignent de la détermination, du leadership fort, de l'engagement, du travail acharné du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, et de tous les acteurs impliqués pour la réussite du projet Simandou. Des Américains, des Africains, des Européens, des Asiatiques, tous réunis autour d'un projet commun grâce à la vision exceptionnelle d'un homme, d'un chef de l'État visionnaire, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. À tous nos partenaires industriels, Rio Tinto, Chinalco, BAO, Winning Consortium Simandou, nos partenaires institutionnels et techniques, nous tenons à exprimer au nom de l'État guinéen nos félicitations et nos remerciements les plus sincères pour les avancées majeures réalisées du méga projet Simandou. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape historique. La concrétisation des engagements pris lors de la signature de l'accord cadre le 25 mars 2022 sous l'égide de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. L'une des visions majeures portées par le chef de l'État au moment de la signature de l'accord de co-développement du projet Simandou est la diversification des stratégies de partenariat et des chaînes d'approvisionnement en garantissant fermement les intérêts de toutes les parties prenantes du projet Simandou. Ces orientations ont été partagées aux partenaires industriels dès le 14 novembre 2022 et ont été intégrées dans le document contractuel, notamment dans la convention de co-développement du projet Simandou. Aujourd'hui, avec cette présentation exceptionnelle par Waptec, une entreprise américaine de renom, des premières locomotives destinées au transport du minerai, des passagers, des marchandises, sur plus de 650 km de chemin de fer, du corridor du Transguinéen, nous voyons cette vision devenir irréversiblement une réalité. Cette première locomotive, baptisée à l'honneur du chef de l'État, qui porte le nom de son village, Koma, est l'expression éloquente de la stratégie de diversification des intérêts des grandes puissances réunies autour d'un projet pour l'intérêt de toutes les parties prenantes, mais également pour l'intérêt de notre survie, contribuer à la décarbonisation de l'économie mondiale. Dans les différents secteurs stratégiques, de la logistique, de l'énergie, du numérique, des services financiers. Ce contrat de locomotive octroyé par l'État guinéen à une entreprise américaine réalisée en Inde
est la garantie des emplois, bien évidemment, en République de Guinée, mais aussi la garantie des emplois aux États-Unis et en Inde pour au moins les 30 prochaines années. C'est également la garantie du business, des opportunités d'affaires, mais également la garantie des formations en Guinée, aux États-Unis et en Inde pour au moins les 30 prochaines années. Le président du comité stratégique a également insisté sur le contenu local à travers la création d'opportunités d'affaires pour les entreprises guinéennes, l'emploi massif de la main-d'œuvre locale, le transfert de compétences et de technologies dans le cadre de Simandou Academy, une initiative dédiée à la formation de jeunes Guinéens pour un renforcement du capital humain. Selon M. Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République et président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, 3 axes majeurs définissent la vision portée par Simandou Academy, l'un des composants clés du programme Simandou 2040 pour répondre aux besoins du capital humain pour au moins les 15 prochaines années. Premièrement, il s'agit de promouvoir l'excellence dans le système éducatif guinéen à travers des établissements de référence, à l'image du Prytanée militaire de Guinée. Deuxièmement, nous devons construire des infrastructures modernes, adaptées aux exigences d'une éducation d'excellence. Enfin, nous visons à établir des partenariats stratégiques avec les plus grandes écoles et universités à travers le monde. Pour le ministre directeur de cabinet, Simandou Academy incarne une ambition forte. Bâtir des institutions éducatives de haut niveau, dotées d'infrastructures adéquates et ouvrir la Guinée sur l'élite académique mondiale. Nous rêvons et nous œuvrons pour que les jeunes Guinéens puissent accéder aux meilleures universités du monde. Harvard, Stanford, Oxford, c'est cette dynamique que nous engageons avec Simandou Academy sous la clairvoyance de son Excellence générale Mamadi Doumbouya. Nous comptons sur l'engagement de tous les partenaires industriels à encore continuer à surmonter les défis qui nous attendent. Simandou, c'est un projet complexe. Ma conviction profonde est que tous les jours, nous prouvons que nous pouvons surmonter ces défis de la plus belle manière. C'est ce que Waptec nous montre aujourd'hui dans ses usines en Inde, avec cette première locomotive nommée Coma. Il est important de rappeler que nos attentes dépassent les infrastructures. Nous appelons Waptec à investir durablement dans le capital humain guinéen, en mettant en œuvre une stratégie ambitieuse de formation, de transfert de compétences et d'industrialisation locale. Nous encourageons également l'installation d'unités de fabrication en Guinée, afin de créer une chaîne de valeur locale autour des équipements ferroviaires. Le programme Simandou 2040 consiste sous l'impulsion de son Excellence. Le général Mamadi Doumbouya est un modèle de développement intégré, durable, responsable et inclusif, articulé autour de 5 piliers stratégiques. Le premier pilier, l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le deuxième pilier, c'est l'éducation et la culture. Ensuite, l'infrastructure, les transports et les technologies. Le quatrième pilier, c'est l'économie, les finances et l'assurance. Enfin, la santé et le bien-être. Pour le développement de la Guinée pour les 15 prochaines années, nous nous occupons d'abord du ventre des gens, avec l'agriculture, l'industrie alimentaire, le commerce. Ensuite, on s'occupe de leur tête, avec l'éducation et la culture. Et ensuite, de leur mode de vie, leur mode de transport. C'est avec l'industrie, les transports et les technologies. Mais on s'occupe également de leur poche, avec l'économie, la finance et l'assurance, pour leur santé et leur bien-être. C'est ça la vision exprimée par le chef de l'État pour le développement durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, avec Simandou 2040. Les locomotives que nous avons découvertes aujourd'hui dans cette grande usine de Waptec symbolisent la mise en mouvement concret de cette vision qui est déjà en marche, à relier les régions enclavées de la République de Guinée, à stimuler l'agriculture en facilitant l'accès au marché,
à créer de nouvelles villes, des pôles industriels, favoriser le commerce international. Au-delà du projet Simandou, ces infrastructures ouvriront les perspectives pour d'autres projets miniers, agricoles, logistiques, le long du corridor de plus de 650 km de chemin de fer, tout en facilitant les échanges commerciaux intérieurs et à l'extérieur de la Guinée. Nous saluons l'engagement de Waptec en matière de contenu local, notamment la création d'opportunités d'affaires pour les entreprises à capitaux guinéens, l'emploi de la main-d'œuvre nationale, le transfert de compétences à travers les programmes de formation ciblés. Nous réitérons le respect du contenu local qui, de notre point de vue, n'est pas négociable. Il constitue une condition essentielle pour tout partenariat durable et responsable pour les 15 prochaines années, au moins en République de Guinée. C'est dans ce cadre que nous avons lancé Simandou Academy, l'un des composants clés du programme Simandou 2040 qui répondra aux problématiques de capital humain dans notre pays, à travers les formations d'excellence, mais également la création de partenariats stratégiques pour l'éducation. Enfin, nous invitons Waptec à respecter rigoureusement les normes internationales de qualité, de sécurité, de performance environnementale. C'est à ce prix que nous réussirons ensemble ce projet d'envergure nationale et continentale, voire mondiale. La seconde locomotive, également présentée, porte le nom de Sanfina, du nom du village du président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, véritable artisan de l'accélération du projet. Un moment chargé d'émotion pour celui qui, conformément aux directives du chef de l'État, assure un suivi rigoureux du projet Simandou ainsi que de l'élaboration du programme Simandou 2040. Les représentants de Simfer et de Rio Tinto, ainsi que le directeur général de Rio Tinto, ont exprimé leur gratitude au président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, pour son déplacement. Ils ont également salué le leadership visionnaire du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur engagement à respecter les délais, notamment en ce qui concerne le passage du premier train de la compagnie du Transguinéen CTG, prévu pour la fin de l'année 2025. Aujourd'hui n'est pas seulement un grand jour pour la Guinée, c'est aussi une date historique pour le projet Simandou. Nous assistons à la cérémonie de présentation de la toute première locomotive, la première des 78 locomotives acquises par Simfer pour la compagnie du Transguinéen. Une étape décisive pour donner vie à ce projet structurant pour la Guinée. Cette locomotive, qui sera livrée en Guinée au mois d'octobre, sera suivie d'une deuxième, puis de 4 autres d'ici novembre, toutes prêtes à tracter le minerai de fer dès la fin de l'année. C'est un moment magnifique, chargé de symboles et d'espoir. Ce qui rend cette première locomotive encore plus spéciale, c'est qu'elle porte le nom de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, ainsi que celui de son village natal, Goma. Un nom chargé de sens pour un moment hautement symbolique à partager avec toute la République de Guinée. Je suis très fier et honoré d'être ici pour la cérémonie d'ouverture et de nomination de la première locomotive de Simandou et de célébrer avec nos partenaires indiens, nos partenaires américains, nos partenaires de la Guinée pour faire de Simandou une vraie réussite. Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a assuré qu'il ne fait plus de doute que l'entrée en service des infrastructures de la CTG, en particulier le chemin de fer multiservice et multi-usagers, est sur la bonne voie. On vient d'assister à un moment de l'histoire de notre pays, de la bonne histoire, l'histoire économique, de transformation de notre nation qu'on doit au président de la République. Ce projet, Simandou, on le doit
au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sans le leadership duquel ce projet n'allait pas voir le jour. Nous assistons à la fin de la fabrication de la première locomotive qui va rouler sur les rails de notre pays. Et cette locomotive porte le nom du président et de son village. Et c'est tout mérité. Et toujours dans le même ordre d'idée, les autres locomotives porteront le nom de tous les membres du comité stratégique qui ont œuvré chacun à son niveau pour que ce projet, sous le leadership du président de la République, devienne une réalité pour transformer notre économie, transformer la société guinéenne. Après la cérémonie, le président du comité stratégique de Simandou et les membres de la délégation qui l'accompagnaient ont procédé à une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte du complexe industriel Wabtec General Electric. Un geste fort en faveur de la durabilité environnementale au cœur de l'approche guinéenne du développement industriel responsable. Avec cette présentation des premières unités de locomotives de la CTG et leur baptême solennel, la Guinée franchit un cap historique dans la mise en œuvre du projet Simandou. La compagnie du Transguinéen CTG, fer de lance de l'émergence industrielle du pays, prend ainsi forme. Et derrière chaque locomotive qui roulera sur les rails de la CTG, c'est la vision d'un homme, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui veut faire avancer la Guinée à toute vapeur vers sa transformation économique durable et responsable. Dans le reste de l'actualité, plénière au Conseil national de la transition, ce mardi, 5 accords de financement ont été adoptés par les conseillers nationaux, notamment la convention de financement relative à la construction de la cité administrative de Koloma et l'accord relatif à l'établissement du centre international de la mangrove. Des accords qui viennent s'ajouter aux nombreux autres déjà autorisés par l'organe législatif de la transition pour booster l'économie socio-économique de la Guinée. Robert Sidi Tourneau. Ce sont 5 accords de financement qui ont bénéficié d'autorisation de ratification par le CNT. Le premier conclu entre la République de Guinée et la société UK Export Finance est relatif à la construction de la cité administrative de Koloma. Pour un montant de plus de 284 429 000 euros, dont plus de 186 212 000 euros financés à part égale par les prêteurs, l'accord devrait permettre la réalisation de la cité administrative de Koloma par l'entreprise de Arbian Construction Consulting. L'investissement consistera à la construction de 12 bâtiments administratifs R+7 évolutifs, 2 bâtiments parking R+1, R+2, un auditorium de 350 places assises, un bâtiment administration dédié au projet, un bâtiment centre de réunion, un bâtiment espace de travail, un théâtre en plein air de 500 places, un bâtiment pavillon héritage, des galeries plantées, des voiries internes, des aménagements paysagers, des réseaux d'infrastructures, 5 locaux techniques, des réservoirs d'eau potable, incendie et irrigation, une clôture périphérique, une guérite principale, 2 postes de gardiennage, une station d'épuration des eaux usées. La seconde autorisation de ratification est celle relative à l'implantation et à la commercialisation de produits alvéoles, agricoles et nutrition animale en République de Guinée. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le promoteur compte accompagner 294 fermes sur l'ensemble du territoire pour un investissement indirect de 85 millions de dollars américains. La durée de la convention est de 15 ans, courant à compter de la date de sa signature et jouissant d'une stabilité fiscale accordée par l'État sur toute la période. Elle est renouvelable pour 5 ans. Il est à rappeler que la société Fermave Industrie est une filiale du groupe Sonoco, comme signalé plus haut, qui est une entreprise guinéenne. Elle bénéficiera, dans le cadre du projet, d'un accompagnement technique du groupe français NTD et financier de BPI France. Le CNT a aussi autorisé la ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la République populaire de Chine.
C'est dans le cadre justement de la création d'un centre international des mangroves en Guinée. L'objectif général du CIM est de mettre en place des règles de gestion durable basées sur une meilleure connaissance de la situation actuelle et une large concertation des acteurs impliqués. Créer un partenariat qui regroupe les pays membres afin d'accélérer la préservation de la mangrove par le biais d'actions équitables et efficaces. Soutenir la recherche, la défense, la sensibilisation, les informations et des projets concrets relatifs aux mangroves sur le terrain. Autre autorisation de ratification, celle relative au développement de la centrale photovoltaïque conclue entre la République de Guinée et la société Kolomageli Sozar SA. La centrale sera raccordée au réseau national d'électricité au niveau de la ligne de transmission de 110 kV entre Garafiri et Conakry. Le raccordement sera effectué via une nouvelle station construite sur le terrain de la centrale en coupure d'altère sur la ligne 110 kV Garafiri-Conakry. L'organe législatif de la transition a aussi adopté le mémorandum d'entente portant sur la coopération dans le domaine scientifique et éducatif entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation de la République de Guinée et le ministère de l'Éducation du Royaume de l'Arabie Saoudite. Pour le président du CNT, la ratification de ces accords vient apporter un plus au développement du pays. Ces 5 accords, bien que divers dans leur objet, répondent à une logique de convergence stratégique, celle de construire une République de Guinée résiliente, productive, compétitive et souveraine. Leur adoption doit être suivie d'une exécution exemplaire, transparente et inclusive. Le gouvernement est invité à faire preuve de diligence, de rigueur dans le respect des engagements pris. Et surtout, d'une obligation de reddition des comptes périodiques à la représentation nationale quant à l'évolution et l'exécution des travaux. Le gouvernement, à travers le ministre secrétaire général de la présidence de la République, général Amara Kamara, s'est félicité tout d'abord de l'adoption de ces différents accords. Il est ensuite revenu sur les prochaines orientations du gouvernement dans le cadre de la construction de la cité administrative de Koloma. Ces mesures sont le reflet de notre engagement envers la justice et l'équité, valeurs fondamentales qui doivent toujours guider notre action de gouvernance conformément à la vision du président de la République, le chef de l'État, le général Doumbouya. Je tiens à réaffirmer l'importance cruciale de cette ratification. Votre soutien aujourd'hui sera le pilier qui permettra à notre administration de s'ériger sur des bases solides, modernes et humaines. Ensemble, nous avons l'opportunité d'affirmer notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre pays et à répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens. Ces accords viennent s'ajouter aux nombreux déjà votés par le Conseil national de la transition. Troisième édition du dialogue sur les investissements entre la Guinée et la Malaisie. C'est dans l'agenda économique bilatéral de ces deux pays. Ce rendez-vous incarne également la volonté commune de bâtir un partenariat concret, durable et mutuellement bénéfique. Pour cette édition, des échanges ont eu lieu entre une trentaine d'entreprises guinéennes et malaisiennes autour des idées et projets. Abdul Karim Kamara. Le destin d'une coopération pour le développement économique et social de la Guinée et de la Malaisie est en marche depuis 2 ans. Une initiative portée par un dialogue sur les investissements entre les deux pays. Ce partenariat remet le couvert pour sa 3e édition. Ici, 9 entreprises malaisiennes et 23 entreprises guinéennes échangent autour des idées et des projets. Un travail mâché par le tandem ambassade de Malaisie en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. This year is a bit special because our focus also towards Guinea
La particularité de l'édition de cette année, c'est qu'elle est en ligne avec le projet Simandou 2040. Donc, nous avons fait en sorte que les différents points qui ont été discutés ici, qu'ils soient réellement en ligne avec les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le projet Simandou. Nous avons tenu à faire en sorte que les entreprises malaisiennes présentes ici, ou bien qui ont l'intention de venir, qu'elles s'empruntent de tout ce qui est de la loi, qui s'empruntent des informations sur la loi portant sur le contenu local, pour qu'elles puissent réellement mieux s'approprier de son contenu. Des deux côtés, les secteurs clés d'investissement identifiés sont l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les infrastructures, les mines, le tourisme et l'énergie. Derrière ce dialogue, les acteurs sont engagés à dépasser les obstacles, à capitaliser sur leur réussite et à construire une coopération économique résiliente, équitable et innovante. Après avoir passé une dizaine d'années en Malaisie, nous avons vu la Malaisie se développer. Nous avons vu beaucoup de choses là-bas, intéressantes, et nous avons voulu vraiment importer ce que nous avons vu en Malaisie, en Guinée. Et il est temps pour la jeunesse guinéenne de se réveiller. Étant un entrepreneur qui a une structure en Malaisie et évidemment une autre structure en place en Guinée ici, moi je suis en quelque sorte un pont, un bridge entre la Malaisie et la Guinée. Et donc cet événement me rend très optimiste par rapport aux éventuels échanges qui auront lieu économiquement bien sûr entre la Guinée et la Malaisie. Dans son rôle d'accompagnement, l'APIP a mobilisé ses ressources pour faire de cette troisième édition un moment clé marqué par une participation renforcée du secteur privé guinéen et malaisien. Comme on l'a indiqué lors de ce dialogue-là, c'est qu'on voit que depuis 3 ans, les échanges commerciaux entre les deux pays ont vraiment augmenté. Donc ce qui a forcément un impact bénéfique sur l'investissement en Guinée. Pour l'édition précédente de ce dialogue sur les investissements, 25 produits potentiels de la Malaisie vers la Guinée ont été identifiés. Et dans le sens inverse, 20 produits guinéens aussi ont été identifiés. Maître d'œuvre public dans la réalisation des méga-projets en Guinée, l'administration et contrôle des grands projets tient à la bonne exécution des travaux en cours. Elle vient de rencontrer l'ensemble des responsables des bureaux d'études et de contrôle évoluant en Guinée. Une première rencontre pour faire l'état des lieux pour plus d'efficacité sur le terrain. Mamadi Terran Kamisoko. La Guinée est un pays qui se construit à un rythme accéléré. Mais force est de constater que la qualité de certains travaux suscite des questionnements. Conscient de la complexité de la situation et suivant son mandat de maître d'œuvre public, l'administration et contrôle des grands projets ACGP rencontre les responsables des bureaux d'études et de contrôle installés dans le pays. Un espace de vérité pour tabler sur tous les problèmes rencontrés et rappeler au bureau de contrôle le devoir d'exigence qu'ils ont vis-à-vis du pays dans le cadre de la mise en œuvre des infrastructures publiques. Souvent, les missions de contrôle sur les chantiers sont absents. Et personne ne me dit là le contraire, parce que c'est un constat que j'ai fait moi-même. On a sillonné le pays, on s'est rendu compte sur certains chantiers qu'il n'y a pas de présence de mission de contrôle. Ou sous d'autres, c'est un ingénieur qui est sur place. Désormais, nous serions très très regardants sur ces sujets. Une fois que les travaux commencent, on dit qu'on doit mobiliser 10 personnes, on vient sur le terrain, on ne trouve personne ou on trouve 1 ou 2 personnes. Ceci n'est pas acceptable. Et cela est en directe corrélation avec le prochain point que je vais aborder, qui est celui de la qualité. Malheureusement, les ouvrages qu'on a eu à visiter ne répondent pas aux normes et aux standards auxquels nous devons tous adhérer. Parce que je vous explique, ces infrastructures que nous construisons, nous les construisons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos parents. Donc si on ne s'assure pas que ces infrastructures sont de qualité, nous faisons nous-mêmes du tort. Donc je voudrais appeler ici à la bonne collaboration, au bon travail, à une exigence sur le terrain. De par la loi, les bureaux d'études et de contrôle relèvent directement de l'ACGP. Le doute sur la question a été écarté au cours de cette première rencontre d'échange. L'autre point, et non des moindres évoqué, est relatif au non-paiement des bureaux de contrôle.
Le problème est sérieux, c'est pourquoi dans ces réformes, la CGP prévoit d'héberger les paiements des bureaux de contrôle pour faciliter les décaissements. Pensons jusqu'à maintenant que nous sommes en très grande difficulté par rapport au paiement, mais nous avons vu dans l'intervention de l'administrateur que vraiment c'est une préoccupation qui est vraiment majeure à son niveau. Mieux vaut tard que jamais. Le dynamisme qui les anime, exprimé par l'administrateur général, nous va droit au cœur. Par cette rencontre qui se veut périodique, les deux parties balisent le chemin d'un partenariat fécond. Désormais, l'équation coût-qualité-délai doit être de mise dans l'exécution de tous les travaux d'infrastructure publique en Guinée. La politique nationale JAR 3 bientôt disponible. Plus de 70 acteurs impliqués dans la promotion du JAR à travers le pays participent à la prévalidation du document. Avec un cycle de vie de 5 ans, la nouvelle politique va assurer des prévisions liées aux questions du JAR. Alassane Tambaya Conté, Mohamed De Camara. La nouvelle politique nationale JAR 3 en prévalidation prend en compte des questions émergentes, notamment l'entrepreneuriat, les effets du changement climatique, des catastrophes naturelles et les crises sanitaires. La validation technique du document du PNG 3 qui va couvrir 2025-2029 regroupe 73 acteurs nationaux impliqués dans la promotion du JAR. Cette version provisoire formulée et présentée par le ministère de la Promotion féminine à travers la Direction nationale du JAR connaît un appui du consultant spécialiste des questions du JAR. Comme tout développement nécessite une planification, nous sommes là dans le cadre de la planification sur 5 ans des activités qui pourraient être menées pour améliorer les conditions du genre en République de Guinée. On espère que ce document fera l'objet d'un consensus par rapport à toutes les parties prenantes en République de Guinée. Aujourd'hui, sont le baromètre de tout ce qui est question de genre dans les différents ministères. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce document, ça veut dire que quelque part, on aura raté un levier qui est très important sur tout ce qui est promotion et protection des femmes en Guinée. Bâtir une société débarrassée de toute forme d'inégalité qui garantit à tous la réalisation de leur potentiel constitue l'un des engagements des autorités au plus haut niveau. Historiquement, la toute première politique nationale du genre remonte de 2011. Et celle qui fait l'objet de révision date de 2017. Après 7 ans de mise en œuvre, il est nécessaire de la réviser en l'adaptant au nouveau contexte. Et ce, conformément à certaines nouvelles réalités sur les plans internationaux au DD3. La politique nationale JAR 3, qui concentre les attentions des promoteurs des questions du JAR, sera validée au mois de juin prochain à Conakry. Peine avec l'opération se poursuit pour les Guinéens de 10 ans et plus. En déplacement à Kirouané, le ministre de l'Énergie sensibilise sur la portée de cette mobilisation citoyenne dans cette zone aurifère. Les travailleurs sont interpellés par le ministre Abakar Kamara pour aller massivement se faire recenser. Nabi Kamara. En séjour de travail à Kirouané, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures est allé sur le site minier du projet Simandou. Abakar Kamara était là pour rencontrer la direction générale de la société CWC afin de pouvoir accorder le temps à ces milliers de travailleurs composés en grande partie de jeunes à se faire recenser. Le recensement plein avec nous permet, nous, gouvernement, de nous projeter et de planifier de manière optimale les ressources du pays. Donc vous qui êtes les autorités ici, on vient vous dire clairement qu'il faut trouver un agenda permettant à ce que les jeunes puissent se recenser. Si c'est une instruction de la plus haute autorité, il faut que les travailleurs trouvent du temps pour se faire recenser. S'ils ne recensent pas, ils ne seront pas comptés parmi les Guinéens. Ils n'auront pas accès aux cartes d'identité, ils n'auront pas accès au passeport, ils n'auront pas accès à plusieurs documents administratifs. Dans cette cité minière de Simandou, les employés se disent prêts à apporter au projet national de recensement biométrique
leur part de contribution pour être couronnés de succès. De Conakry jusqu'à notre base vie pour venir sensibiliser les jeunes, pour venir sensibiliser les employés à se faire recenser, c'est vraiment un grand atout. Et vraiment, l'excellence, il a expliqué de fond en comble les portées de ce recensement. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Après les mines, le ministre Abakar Kamara s'est rendu au grand marché de la commune urbaine de Kerouané, où il s'est adressé en langue du terroir à ces centaines de femmes marchandes. Il les a invitées à aller se faire recenser pour prouver, s'il en était besoin, leur citoyenneté à part entière dans notre cher pays, la Guinée. De son côté, la générale Aminata Diallo, directrice générale de la Caisse nationale de prévention sociale, poursuit son offensive dans les communes rurales de l'Abbé et de l'Elouma. Une tournée de sensibilisation et d'information sur le recensement biométrique par toutes les populations s'engage à passer les messages pour plus de mobilisation pendant ces opérations en cours partout en Guinée. Ali Badara Kondé. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation au recensement administratif à vocation d'état civil, Général Aminata Diallo poursuit son offensive dans les 13 communes rurales de la préfecture de l'Abbé. Déterminée à toucher toutes les couches sociales, elle a déployé diverses stratégies de proximité. À Djafon, Kalan, Sanou, Tarambali, Daleng et Tuntourou, la porte-parole du CNRD a, dans une communication en langue locale, invité les populations à se faire recenser. Au nom de tout le CNRD, au nom du président de la République, je suis impressionné par la population, que ce soit des intellectuels, que ce soit les gens qui ne sont pas partis à l'école aujourd'hui. Ils peuvent vous expliquer c'est quoi le but de ce recensement. C'est ça le plus important. Les gens ont compris c'est quoi le recensement. Et là, ils sont disposés. Les petits problèmes qu'il y avait, les petits trucs, on a essayé de régler ça sur le terrain suite aux instructions que le ministre de la décentralisation et puis le projet RAVEC, ils ont fait leur maximum pour pouvoir satisfaire les demandes de ces différentes sous-préfectures. Le Guinée n'a pas de papier. Si vous voyez aujourd'hui, partout le centre d'enrôlement c'est rempli, il y a des vieux qui n'ont pas d'extrait de naissance, il y a des jeunes enfants qui sont à l'école, ils n'ont pas d'extrait de naissance et on a envoyé ça, Dieu merci. Dans la même dynamique, les émissaires du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, se sont rendus dans les communes rurales de Mandassara et Linsansara dans la préfecture de l'Elouma, ainsi qu'à Koubia. Dans chacune de ces localités, la porte-parole du CNRD et sa délégation ont échangé avec les différentes composantes sociales autour des enjeux et avantages du recensement biométrique en cours. Je demande à la population de sortir. Les gens qui ne se sont pas recensés, d'aller se faire recenser parce qu'ils connaissent maintenant quel est l'objectif au fait de ce recensement. Donc aujourd'hui, on a fini la préfecture de l'Abbé. La prochaine étape, c'est la préfecture de Koubia. De l'Abbé à l'Elouma, chaque étape de cette mission a été marquée par une réception solennelle de la délégation par les sages en présence des érudits. Des prières et bénédictions ont été formulées pour la réussite des projets initiés par le CNRD et son président. Mobilisation également autour du PENRAVEC à l'université de Nzérékoré a désormais son antenne du mouvement au plus, une plateforme de mobilisation citoyenne initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Déjà, le mouvement est opérationnel dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur du pays. Aussitôt installé, le mouvement lance ses activités de sensibilisation autour du recensement biométrique. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Faire des étudiants des relais d'information au sein de leur famille et communauté, tel est l'objectif de cette cérémonie de lancement officiel de l'antenne universitaire de sensibilisation pour le recensement biométrique PENRAVEC. Ces étudiants seront désormais chargés d'informer et de sensibiliser les parents sur l'importance du recensement biométrique, mais aussi d'accompagner les ménages dans les démarches nécessaires à l'obtention des pièces administratives requises. Ce acte, qui est le recensement, est un acte civique et citoyen qui permet à l'État de faire des planifications pour les actions de développement socio-économique de notre pays. C'est à cette occasion que je remercie notre ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et de l'Innovation pour cette belle initiative. L'une des problématiques sur le terrain qu'on a eu à constater, c'est le manque d'extrait de naissance. Et cela, à travers la préfecture, nous avons pris des registres
comme vous avez dit, constaté, beaucoup de personnes et des étudiants viennent pour l'obtention de leur extrait de naissance. Et dès que l'extrait de naissance est obtenu, ils passent directement devant les machines pour l'enrôlement. L'antenne universitaire dédiée au recensement biométrique a été lancée en présence des autorités locales et universitaires qui ont salué l'initiative. Un engagement constant en faveur du développement de notre nation grâce à ce cadre, le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est une fierté pour nous tous. À travers lui, je remercie Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, qui continue aussi à créer les conditions pour permettre aux étudiants de répondre valablement à leurs aspirations. Ce lancement marque une étape importante dans le processus de recensement et traduit l'engagement des institutions d'enseignement supérieur à jouer un rôle actif dans les dynamiques de développement national. Et puis les ferrailleurs des différentes casses de Conakry sont en effervescence pour cause ces vendeurs de pièces détachées, autres métaux ferreux et non ferreux viennent de bénéficier de 5 forages offerts par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. La cérémonie inaugurale de ces sources d'eau potable a connu une forte mobilisation, moment choisi pour sensibiliser ces acteurs de la filière ferraille sur les enjeux du recensement biométrique en Guinée. Marwan Kamara. Dans la commune de Matam, les travailleuses et travailleurs de la casse se mobilisent pour exprimer leur satisfaction au général Mamadi Doumbouya. Ils viennent de bénéficier d'une assistance de 5 forages offerts par le président de la République. À travers cette grande manifestation de reconnaissance, les vendeurs des pièces détachées adhèrent aux idéaux du CNRD et invitent la population guinéenne au recensement biométrique. Grâce à l'aide personnelle, président de la République de Guinée, le général des corps armés Mamadi Doumbouya, nous a permis à forer 2 forages à Dixine-Gare, un forage à Kankankoura, un forage à Anta et un forage à Sonfonia. Nous sommes convaincus que, avec le système de refondation prôné par le chef de l'État et de son gouvernement, la casse espéra être reconstruite en casse moderne, comme dans les autres pays limitrophes. La cérémonie inaugurale de ces forages est suivie par un carnaval de sensibilisation et d'information des citoyens sur les enjeux du recensement administratif à vocation d'état civil, PNRAVEC. Un moyen pour ces ferrailleurs d'apporter leur appui au CNRD et le président de la République pour la réussite et la continuité de ces nombreux projets de développement. Aujourd'hui, les 11 cases de la ville de Conakry s'est mobilisées pour dire oui au général Mamadi Doumbouya et pour lui dire combien de fois nous sommes zélés de sa politique de refondation et aussi interpeller les uns et les autres pour se faire recenser massivement. Profiter pour les remercier de l'initiative et leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Ce moment de convivialité est une occasion pour le bureau de la coordination de réunir l'ensemble des ferrailleurs de Conakry en un seul point. Dans l'actualité également, en route pour les élections en Guinée, un processus qui nécessite une forte implication des hommes de médias. C'est dans cette optique que les responsables du Centre de formation et de perfectionnement technique de l'information et de la communication affûtent leurs armes et mobilisent les troupes, d'où l'organisation d'une session de formation des journalistes sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. Explication Adama Diallo, Cheikh Sanoussi Sankon. Ce mardi 27 mai, le Centre de formation et de perfectionnement technique de l'information et de la communication a organisé un atelier dédié au renforcement des compétences des journalistes issus des médias publics et privés portant sur les techniques de couverture médiatique en période électorale. Il était de notre devoir en tant que ministère de l'information et de la communication, en tant que centre de formation donc, de mettre l'accent sur les techniques de couverture d'une élection
notamment le référendum en perspective, mais aussi les élections locales et nationales, pour que les journalistes puissent justement s'approprier de la manière la plus plausible professionnellement de traiter l'information en période électorale. Lors de son intervention, le président de la Haute Autorité de la Communication AC a insisté sur l'importance pour les professionnels des médias de respecter scrupuleusement les règles en vigueur durant les processus électoraux. Il n'y a pas d'élection sans presse. Et je voudrais dire sans une presse responsable. Parce qu'une élection est une période de tension. Et tous les moyens sont permis, même si la loi les interdit. Je voudrais donc féliciter le centre de formation et son directeur et tout le personnel pour avoir pris cette initiative heureuse. La circulation de l'information, chers amis de la presse, en période électorale est une question essentielle mais aussi préoccupante. D'autant plus qu'en la matière, vous savez, que d'autant plus l'information elle est bien véhiculée, diffusée à travers les médias, d'autant plus qu'elle participe à la stabilité sociale, mais surtout politique. Il ressort que l'adhésion des journalistes au thème de l'atelier constitue un facteur clé pour garantir une formation de qualité accessible au grand public en contribuant à un climat électoral apaisé et transparent. Visite de l'abattoir moderne de Kabele, un coup d'accélérateur est donné au chantier pour l'inauguration au mois de septembre prochain. L'objectif est d'aller plus vite pour respecter le délai contractuel de 9 mois afin de boucler ce projet tout en respectant les cahiers de charges. Explication, Fodé Camara. La première phase des travaux de l'abattoir moderne de Kabele a été entamée en 2014. Plus de 10 ans après, les autorités du CNRD veulent tourner cette page d'éternel chantier. Cette visite guidée a permis au ministre Félix Lama de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cet abattoir moderne de Kabele. À ma prise de fonction et dans mes objectifs assignés par le président de la République et le premier ministre chef du gouvernement, figure la finalisation de cet abattoir moderne. Nous avons pour ambition de réaliser des abattoirs modernes dans toutes les régions administratives de la République de Guinée. Et l'abattoir ici en cours de finition, j'ai été très clair avec l'entrepreneur pour que cet abattoir soit rendu, c'est-à-dire inauguré au mois de septembre. Sur ce site, il est prévu une chambre froide, un espace d'abattage, des abreuvoirs et d'autres dispositifs pour le traitement hygiénique de la viande. Une priorité de santé publique suivie aussi à la loupe par les responsables de l'administration et contrôle des grands projets. Aujourd'hui, nous sommes venus constater l'avancement des travaux et globalement, on est satisfait de ce qui a déjà été fait. Et maintenant, on demande à l'entrepreneur de s'engager afin de pouvoir livrer les infrastructures dans les délais. Pour aller vite au niveau des ministères du budget et de l'économie et des finances, toutes les dispositions sont prises. Tous les paiements sont faits et les équipements sont déjà commandés. Les travaux essentiels, les grosses œuvres sont finis. Et on est sur les travaux de finition, c'est-à-dire le rejet d'égout pour l'écoulement des eaux usées, ensuite les finitions dans les salles. Et on attend l'arrivée des équipements qui sont 100% commandés et payés et qui seront embarqués au mois de juin. Et dès que les équipements arrivent en Guinée, on fera les installations et rendre le chantier. Installée dans un domaine de 2,5 hectares, cette infrastructure d'utilité publique aura une capacité d'abattage de 250 bœufs par jour. Espace santé, dans le cadre de la lutte contre les maladies animales, y compris les zoonoses, la Direction nationale des services vétérinaires vient de mettre à la disposition des agents de Mamou une plateforme pour la remontée à temps réel des données collectées lors des prélèvements au niveau des cheptels, des prélèvements effectués au niveau des cheptels. C'est une grande avancée dans la croisade contre les maladies d'origine animale dans cette région à vocation agro-pastorale. RTG Mamou, Mamadou Pati Baldé.
Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers la Direction nationale des services vétérinaires, s'est engagé dans un vaste programme de riposte et de surveillance contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Grâce à l'appui de la Banque mondiale et de la FAO, l'application de la remontée des informations à temps réel est désormais disponible dans sa nouvelle version. Il s'agit de l'EMAE Plus et sa plateforme Impressaï Plus. Les agents vont utiliser l'outil pour remonter les informations en temps réel. Et si vous avez de souvenance, nous venons de terminer en 2022 la grippe aviaire. Ça a tellement duré à Fouroukaria et à Koya. Mais lorsque nous avons reçu les informations en temps réel à l'AB, nous avons intervenu et ça n'a pris que seulement quelques semaines. À Mamoun, des agents vétérinaires de la région s'approprient cette nouvelle version de l'application EMAE Plus pour être largement outillés sur son utilisation et son fonctionnement en vue d'être plus performants sur le terrain en matière de lutte contre les maladies zoonotiques. À travers cet outil, c'est quelque chose qu'on peut notifier à l'immédiat. Et quelque chose aussi j'ai apprécié parce que si c'est pour un cas urgent, quand il notifie, dès que nous recevons, nous saurons que ça là, il faut se lever dès maintenant. C'est une fierté d'abord parce que ça me permet de faciliter les tâches, les difficultés qui sont dans la remontée des informations. Et en même temps aussi, ça me permet de rester, même hors de ma région, d'être informé des réalités qui se passent du point de vue de maladies dans ma région. Cette nouvelle version offre plus de fonctionnalités à l'intégration des complexités liées à la surveillance communautaire pluriéchelle à l'approche One Health, une seule santé. Nous considérons que cette application est venue pour encore corriger certaines insuffisances au niveau des maladies des hommes. Donc nous l'apprécions à sa juste valeur et nous sommes là disposés pour accompagner effectivement tous les techniciens évoluant dans ce sens pour accorder aux populations de notre région la santé nécessaire qu'elles méritent. Pour être plus actifs, les agents munis de tablettes ont été déployés sur le terrain. Objectif, procéder à des simulations dans le cadre de la collecte et la remontée des informations afin d'améliorer les revenus des éleveurs et préserver la santé des populations dans un environnement sain. Enfin, cette semaine, la gendarmerie environnementale de Conakry et la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ont effectué une descente musclée dans la forêt classée d'Anta. Les encombrants physiques et autres occupations anarchiques ont été dégagés. Une opération pour désengorger ce poumon écologique de Conakry. Mohamed Pati Kamara, Sekousouma. Les machines de la gendarmerie environnementale de Conakry sont entrées en action dans la forêt classée d'Anta. Cette intervention vise à libérer les lieux des occupants installés de manière anarchique, garagistes, vendeurs de bétail, commerçants et même certains habitants. L'opération se déroule sous la supervision étroite des autorités locales. Le déguerpissement a pour but de libérer catégoriquement nos forêts classées qui sont envahies par la population et des personnes de tout genre et qui est redevenu le nid des bandits. Personne, nul ne peut prétendre réclamer la paternité de ce domaine parce que le domaine est une forêt classée qui appartient exclusivement à l'État. Cette forêt va être libérée et reboisée. Classée parmi les rares poumons verts de la capitale, la forêt d'Anta joue un rôle écologique crucial. Sa restauration et son reboisement nécessitent une mobilisation à la base. C'est dans cette dynamique que la direction de l'aménagement du territoire de l'urbanisme d'Atu a pris l'initiative de piloter un programme de reboisement pour redonner vie à cet espace naturel. Il y a eu des occupations anarchiques. Les gens sont venus, ils ont construit des bâtiments, il y a des garages, il y avait des bétails. Donc ça, c'est pas bon. La forêt là doit être réservée. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un. Donc le pourquoi maintenant on doit les déguerpir, les enlever pour réserver la forêt. Après cette vaste opération de déguerpissement, la DATU envisage de clôturer entièrement la forêt. Objectif affiché, sécuriser le site pour prévenir toute nouvelle occupation illégale à l'avenir. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain 13h pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.